Alors, c'est une recherche en fait qui est effectuée avec beaucoup de collègues. Vous voyez les noms ici. Le, la chercheure principale est Coralie Mercera. Son nom est au milieu de tous ces noms-là. Et un nom que je veux mentionner aussi, c'est Normand Boucher, puisqu'il est ici dans ce webinaire. Marie-France? On a aussi notre partenaire principal, qui est le regroupement de la valorisation de la paternité, qui est notre partenaire dans cet objet, dans cette recherche-là. Si on regarde au niveau des objectifs, ben, l'année dernière, on a présenté l'objectif 1, qui était vraiment de décrire la population des pères en situation de handicap. Et cette fois-ci, on va regarder vraiment au niveau de documenter en fait l'expérience de vie. C'est-à-dire, on a rencontré ces pères-là en entrevue et on a poussé un peu plus la réflexion sur comment se vit la paternité et la coparentalité quand on a une situation de handicap. Ce qui est important à mentionner aussi, c'est que c'est des pères avec différents handicaps, bien que, grâce à notre partenariat avec Mémo Québec, une majorité des pères qu'on a vus dans l'objectif 1 et dans l'objectif 2 ont une lésion médulaire. Donc, si je regarde au niveau des échantillons, pour l'objectif 1, on avait 45 pères, dont 34 qui avaient une lésion médulaire. Donc, vraiment une grosse majorité. Et puis, lors des entrevues plus qualitatives, on a fait 7 entrevues individuelles. On en a fait à peu près 6 en couple. Ça, je ne couvre pas ça aujourd'hui. Mais des 7 entrevues individuelles, il y en a 4 qui sont de pairs avec lésions médulaires. Si on regarde rapidement, la majorité sont en fait en couple, bien que ils ont choisi de nous parler en tant que père tout seul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas invité leur conjointe lors de l'entrevue. Et la majorité de ces pères-là ont un ou 2 enfants. Quand j'ai rencontré ces pères-là, on a fait des entrevues d'environ 60 minutes. On a ensuite de ça transcrit les entrevues et fait une analyse thématique. Il y avait 3 assistantes de recherche qui ont travaillé sur l'analyse thématique et il y a 8 grands thèmes qui sont ressortis. Aujourd'hui, je vais parler ou élaborer sur 3 d'entre eux, mais je vais vous mentionner quand même les 5 autres qui sont là. Alors, le premier thème, ben, c'est un thème qui est quand même important, surtout quand on parle de situation de handicap. On parle d'accessibilité ou d'inaccessibilité. Donc, quand on se retrouve devant des obstacles de la vie de tous les jours. Il y a plusieurs thèmes ou sous-thèmes qui sont ressortis dans ce grand thème-là, entre autres. Alors, de la façon dont ça va fonctionner, je vais vous présenter comme les grands points qui sont ressortis dans chacun des sous-thèmes. Et puis, vous avez à côté certaines citations. Je ne lirai pas toutes les citations, malheureusement. Je vous en ai donné plus que ce que je peux vous en offrir aujourd'hui. Mais comme vous allez avoir accès au PowerPoint, vous pourrez comme regarder et les lire quand vous pourrez. Alors, le premier thème, c'est au niveau des services. Donc, on parle toujours comme d'inaccessibilité ou d'accessibilité. Alors, les pairs, ce qu'ils parlent, c'est souvent qu'il y a des listes d'attente qui sont trop longues, qu'en région, il y a des services qui sont insuffisants. Et là, on parle de services qui aident un père en situation de handicap, donc dans son rôle de parent, et qu'il y a beaucoup de services qui sont aussi inadaptés. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être offrir un service à la personne qui a une situation de handicap, mais pas au père en tant que tel. Ils ont mentionné aussi que l'accès aux services est difficile, mais qu'une fois rentré dans les services, ça va généralement mieux, que c'est généralement la bureaucratie qui ralentit tout le système et la rareté en fait des professionnels spécialisés fait en sorte que ça devient difficile d'avoir accès à ces spécialistes puisqu'il y en a moins et qu'il y a beaucoup de pairs, beaucoup de personnes qui auraient besoin finalement de ces services.
Il parle quand même que la qualité des services est bonne. Encore une fois, cette notion que les services sont plus à long terme, une fois qu'on est rentré, et que ben, certains services, en fait, sont une opportunité de recevoir de l'équipement spécialisé. Donc là, je cite un papa qui dit, je me rappelle qu'il m'avait passé dans les débuts un peu comme une ceinture banane pour asseoir l'enfant. Fait qu'il il s'assit sur tes hanches, fait que t'as pas à forcer avec tes bras. Donc ça, c'était comme un exemple d'équipement spécialisé qu'un papa qui marche pouvait recevoir. Toujours dans ce sous-thème-là, ou dans ce thème d'inaccessibilité, on parle des obstacles physiques. Beaucoup de papas ont mentionné les lieux éducatifs, les lieux de garde qui sont non accessibles, l'infrastructure qui est mal conçue, surtout dans toutes les sphères ou les domaines où on pourrait retrouver des familles. Et ils parlent aussi de la difficulté avec les assurances pour adapter en fait leur domicile, pour pouvoir adapter leur véhicule, pour être capable de continuer à s'impliquer dans leur rôle de père. Dans l'accessibilité physique, certains mentionnent quand même qu'il y a certains lieux qui sont accessibles, donc ils apprennent à reconnaître lesquels le sont, et là, à ce moment-là, ils vont dans ces services-là et pas dans les autres. Euh, ils parlent que ça reste quand même un enjeu important puisque finalement, leurs familles choisissent des activités qui se retrouvent dans les endroits qui sont accessibles, mais s'ils voulaient accéder à d'autres endroits, ils ne l'ont pas nécessairement. Euh, il mentionne que certains lieux, comme une première garderie, par exemple, en milieu familial, avaient fait une petite rampe qui permettait à un papa d'y aller en fauteuil roulant. Mais encore une fois, que c'était très peu d'instances ou d'organismes communautaires qui faisaient ou qui pensaient à adapter une fois qu'ils savaient qu'il y avait un papa en fauteuil, par exemple. Puis il mentionne que dans tous les cas, même si c'est pas leur préférence, parce que ces papas-là préfèrent comme faire les choses eux-mêmes, qu'il y a quand même des gens qui sont là pour les aider. Donc, des fois, même si c'est pas accessible, ils se retrouvent à quand même être capables de participer aux activités de la vie de famille. Il mentionne donc l'adaptation du domicile qui est nécessaire, surtout quand la situation de handicap est arrivée après la situation de parentalité, et que beaucoup d'entre eux finissent par faire leurs propres adaptations ou trouver leurs propres solutions. Euh, Parce que attendre après les assurances ou attendre après des équipements spécialisés, parfois, c'est trop long. Alors, ils préfèrent le faire ensemble. Comme par exemple, une famille qui aime faire du camping en famille. Donc là, ils ont trouvé une façon de le faire, d'adapter leur camping à ce niveau-là. Un autre thème, c'est le thème de l'adaptation. Je vais passer un petit peu de temps dessus. Je regarde quand même l'heure pour Virginie. Alors, le premier thème au niveau de l'adaptation, on parle de l'adaptation de l'enfant. Puis ça, c'est des choses, je vais lire en fait les citations parce que je trouve qu'elles sont vraiment super importantes. Quand on parle de parentalité en situation de handicap, on a souvent peur pour la sécurité des enfants. En tout cas, c'est souvent le cas chez les personnes qui connaissent pas ça ou qui n'ont jamais vu des parents en situation de handicap. Mais ce que les parents ou les pères dans cette recherche-là nous disent, c'est que les enfants développent une certaine normalité autour du handicap, donc ils apprennent. Alors, une situation, c'est ben les enfants sont habitués avec un papa en fauteuil. Fait que je les assois souvent sur moi, et qu'ils ont développé leur propre proprioception. Il y a 8 mois, elle se tient assise sur moi, puis il n'y a pas de problème. Un autre papa qui dit les enfants s'adaptent tellement vite à notre condition. Euh, Donc, cette adaptation comme un peu mutuelle de l'enfant avec la situation de handicap du père est super importante et se fait de façon naturellement. Il parle de la valorisation de l'autonomie aussi de l'enfant, que l'enfant développe certains trucs, certaines stratégies avec le parent,
Là, on n'a pas de citation qui parle de ça, mais par exemple, des enfants qui apprennent à monter sur les genoux du papa sans avoir besoin vraiment trop d'aide pour être capable de faire des activités avec leur papa. Il mentionne aussi qu'en grandissant, ben, les enfants se font poser des questions par leur père, leurs amis à l'école. Alors là, des fois, ben, c'est comment est-ce qu'on négocie ça avec les autres enfants, avec les autres familles. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, comment est-ce qu'on présente l'information. Donc, Il il reste une mentionne aussi, minute, Marjorie. d'accord. Alors, je vais passer rapidement. Dans le couple, l'adaptation, ce qui parle, c'est la complémentarité dans les rôles, puis que la bonne communication dans le couple est clé et que le parent lui-même doit reconnaître ses propres stratégies à ce niveau-là et donc jouer avec ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Je vais parler des besoins, je vais terminer là-dessus, Virginie. Donc, les recommandations qu'ils vont mentionner, c'est qu'il y a un besoin de service pour les enfants de parents en situation de handicap, surtout ceux qui connaissaient un parent qui était peut-être sans situation au départ et puis qui est devenu avec un handicap. Il y a un besoin aussi de service dans le couple, comment développer cette communication-là, comment échanger au niveau des rôles, qui fait quoi, que ça aussi, ce serait quelque chose qui serait nécessaire. Et surtout, d'avoir accès à des pairs, c'est-à-dire d'autres pairs qui sont en situation de handicap comme le leur, pour qu'ils puissent discuter des stratégies et des astuces qu'ils ont développées. Voilà. Merci beaucoup, Marjorie. C'était vraiment très intéressant. On a vraiment eu comme la continuité de la dernière fois. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce que tu mentionnais, entre autres, que les enfants tu sais, s'adaptent rapidement là, à la situation de leurs parents, puis tu sais, voient pas le handicap là, comme les autres peuvent le percevoir. Là. Donc, vraiment intéressant. On serait rendu à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez lever votre main avec l'onglet dans le bas de l'écran ou bien vous pouvez l'écrire dans le chat et ma collègue Caroline et mon collègue Édouard vont pouvoir les lire si vous préférez. Donc, on attend. Les gens sont gênés. OK. Ben, moi, j'aurais peut-être une question justement, te parler très rapidement là, des différents besoins qui étaient ressortis. Puis, entre autres, moi, je me demandais par rapport, tu sais, tu parlais de la communication dans le couple, est-ce qu'il y en a déjà euh, des services qui existent dans ce sens-là, qui est vraiment spécialisé pour les couples qui ont des enfants puis qu'un parent est en situation de handicap? Non, en fait, les pères à qui on a parlé ne mentionnaient pas de services en tant que tel. Puis s'ils mentionnaient des services, c'était peut-être comme ah ben j'ai eu un travail social comme au CLSC ou dans tel organisme. Fait que cette personne-là a touché un petit peu au niveau de la communication, mais il parle vraiment de cette capacité-là des partenaires d'être capable de dire ben moi je me sens capable de faire telle chose, telle tâche dans le couple. Euh, donc ça veut dire que soit on trouve quelqu'un pour comme pallier à ce que je peux pas faire, ou toi, tu prends le relais sur ces tâches-là. Donc, c'est comment négocier, en fait, les tâches qu'on peut faire quand on est en situation de handicap, puis qu'est-ce que notre partenaire est capable et veut faire aussi. Donc, trouver des stratégies. Oui, je comprends. Merci. Puis, Walter, tu avais une question? Oui, je voudrais savoir, Marjorie, s'il y a une distinction que tu fais entre les parents avec diverses limitations. S'il y a une différence, mettons, entre un parent qui, mettons, limitation auditive, visuelle, versus limitation motrice, par exemple, au physique. Euh,
voir quels étaient, voir finalement ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que les recherches nous Ouais. ont fait là-dessus? Merci. En fait, ben, très bonne question. J'ai mis les citations qui étaient vraiment comme plus des pères qui étaient avec une limitation motrice dans les acétates. Parce que les pères qui ont comme, tu sais, qui sont sur le spectre de l'autisme, par exemple, eux parlent vraiment beaucoup de comment on doit gérer l'annonce d'un diagnostic, qu'on reçoit le diagnostic comme tard dans la vie, c'est-à-dire qu'on est déjà père. Donc, eux, c'est vraiment au niveau de l'accès au service, de l'accès du diagnostic versus un père qui a déjà une limitation fonctionnelle, motrice. Ben, généralement, c'est quelque chose qui se voit, qui est comme soit déjà là ou qui arrive de façon soudaine. Et donc, eux parlent beaucoup plus de l'inaccessibilité au niveau des endroits, mais comme l'inaccessibilité physique. Donc, je veux aller à la piscine avec mon enfant. Est-ce que je peux y aller? Je veux être capable de m'investir avec ma conjointe dans les tâches de la vie de tous les jours ou d'aller chercher mon enfant à la garderie. Est-ce que je peux y accéder? Donc, eux, c'est vraiment ça les enjeux à ce niveau-là. C'est est-ce que j'ai l'équipement adapté? Est-ce que j'ai accès aux immeubles qui me permettent de vaquer à mes occupations de père? C'est ça qui me passionne le plus. Et oui, Caroline, est-ce qu'on avait des questions dans le chat? OK, sa main. Donc, moi, je vois une question dans le chat qui était, est-ce que les résultats de la recherche sont publiés et si oui, à quel endroit? Ils ne sont pas encore publiés. On est en train de finir les analyses, de les mettre ensemble. Alors, on espère les soumettre d'ici comme Noël. Mais avant de les soumettre, il faut les faire lire aussi par nos collègues. Et donc, il y a comme toute cette étape-ci, mais Mhm. on espère qu'en 2026. On a une question de Marie-Blanche. Bonjour Marjorie. Je suis arrivée en retard, alors peut-être tu as peut-être abordé cet aspect-là, mais dans les quelques exemples que je connais de personnes qui ont des limitations, dans ce cas-là, des limitations motrices et qui ont des enfants, et même qui avaient cette limitation-là avant d'avoir l'enfant, j'ai comme deux cas où les enfants ont eu à un moment donné honte de leurs parents handicapés, allant jusqu'à leur demander de ne pas aller aux rencontres avec les professeurs. Et puis, c'était particulièrement difficile quand le parent était seul parent, c'était une famille monoparentale. Et puis, je sais que tous les enfants, à un moment donné, préadolescents, adolescents, peuvent avoir honte de leurs parents, si leurs parents sont plus vieux, si leurs parents ont les cheveux blancs, n'importe quoi. Mais il y avait quelque chose de particulier au fait comment cette femme-là marchait, comment sa mère marchait, comment sa mère avait pas l'usage de ses deux bras. Et puis, j'avais trouvé ça très difficile pour elle. Et je me demandais si cet aspect psychologique-là, de la relation de l'enfant à cette caractéristique de sa mère, dans ce cas-là, était comme, c'était relevé comme une problématique. Avec tous les pères à qui on a discuté, il n'y en a pas qui ont mentionné ça, cette difficulté-là. Ils ont par contre parlé de l'enjeu de comment est-ce qu'on explique la situation de handicap ou comment est-ce que ça s'est passé, parce qu'il y a des questions qui se passent quand l'enfant grandit. Donc ça a été mentionné. Puis à ce moment-là, c'est de trouver des stratégies avec l'enfant sur est-ce que c'est l'enfant qui en parle à ses amis, est-ce que c'est à travers les parents, est-ce que c'est à travers l'école et tout ça. Donc c'est ça, mais il n'y a pas eu de conversation ou d'éléments qui a amené à relever que l'enfant avait honte du père ou de la situation de handicap. OK. On va prendre une dernière question qui est de Célia.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Je suis Célia Missigweto, je suis la coordonnatrice du collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Ma question complète un peu celle de Monsieur Zelaya. J'aimerais savoir votre recherche. Est-ce que vous avez consulté des parents qui ont un handicap visuel? Moi, je suis une non-voyante et je suis maman d'un garçon de 8 ans. Et moi, je n'ai eu aucun service. Vous avez parlé des services tantôt. La seule chose qu'on me disait, ben, demande à ton conjoint de t'aider. Et c'est ça. Je peux ajouter un commentaire aussi, oui. Les enfants qui ont des parents en situation de handicap, ils développent une autonomie incroyable. Moi, mon garçon, il a commencé à parler à partir de 8 mois. À 1 an, il faisait de longues phrases complètes et il me décrivait tout ce qu'il voyait. Voilà. Donc, est-ce que vous avez inclus les personnes qui ont une déficience visuelle dans vos recherches? Et je suis curieuse de savoir quels sont les services que ces personnes ont eus. Merci. oui. Merci beaucoup pour votre question. C'est quelque chose qu'on voulait. En fait, on voulait avoir une représentation de tout type de handicap, de situation de handicap. Malheureusement, on n'a eu personne qui s'est présenté qui avait une situation de handicap visuel. Donc, j'ai pas d'informations là-dessus. On espère dans nos recherches futures d'avoir, de développer en fait plus de contacts avec les organismes communautaires qui pourraient desservir les personnes qui ont un handicap visuel pour pouvoir comme, espérer discuter de ça avec eux. Mais merci beaucoup de votre partage. oui. Merci beaucoup. Là, c'est ça, je vois qu'il y avait un autre commentaire dans le chat qui mentionne mon père est paraplégique depuis avant ma naissance. Je trouve ça touchant d'apprendre les résultats de la recherche. Je reconnais une réalité que j'ai vécue. Je peux cependant affirmer que je n'ai jamais eu honte de mon père, bien au contraire. C'est très beau. Merci Oui, pour ce partage. Donc, ben, merci beaucoup, Marjorie, d'avoir pris le temps là, de nous présenter ça aujourd'hui et de répondre à toutes les questions de chacun et chacune. Donc, on va poursuivre avec la présentation du chercheur Samuel Turcotte de l'Université Laval et du CIRIS, ainsi que de l'étudiante à la maîtrise à l'Université Laval et auxiliaire de recherche Mia Lapointe. Donc, ils vont nous présenter les résultats de leur étude qui portent sur la participation sociale des personnes qui vieillissent avec une incapacité de longue date à origine neurologique. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Virginie. Puis merci même au Québec pour l'invitation. On est content de revenir vers vous avec nos résultats. C'est important dans notre laboratoire de retourner vers nos partenaires avec des données, des résultats pour que la relation soit réciproque. Moi, je vais être assez bref. En fait, là, moi, je suis ergothérapeute de formation, puis je suis professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au CIRIS. Et puis la présentation, en fait, aujourd'hui, c'est Mia, étudiante à la maîtrise dans mon laboratoire, là, qui va vous la faire. Puis vous êtes chanceux parce qu'à part à la pratique là, la semaine dernière, il n'y a personne qui a entendu encore la présentation des résultats de Mia dans sa maîtrise. Donc, vous avez, c'est ça. Je te passe la parole, Mia. Merci Samuel. Voilà, donc c'est moi aujourd'hui qui vous présente en fait les résultats de ce projet-là, tout fraîchement analysé et prêt à être présenté. Donc vous aurez les résultats du projet visant à soutenir la participation sociale des personnes qui vieillissent avec une incapacité de longue date à origine neurologique. La participation sociale, bien important de la situer dans notre projet en réadaptation. Pour les personnes qui vieillissent avec une incapacité, c'est vraiment l'implication d'une personne dans des activités sociales, ce qui lui permet des interactions avec d'autres personnes en fonction de son temps, des ressources, puis des désirs aussi qu'elle désire avoir dans sa participation sociale. C'est important de s'attarder à la participation sociale parce que les personnes qui vieillissent avec une incapacité mais sont confrontées à des barrières physiques et sociales qui limitent celle-ci. Puis, en limitant la participation sociale, ben, c'est également leur santé qui est impactée, puis ils peuvent vivre d'autres défis engendrés avec ça.
Donc, les objectifs du projet qui seront présentés dans les résultats, ce sera de décrire comment la participation est vécue par ces personnes, ainsi que documenter les barrières et les facilitateurs à la participation sociale. Vous verrez dans les résultats, il y aura des cercles rouges et des cercles verts. Ça nous permettra de situer en fait les obstacles et les facilitateurs. Donc, au niveau de la méthodologie, pour le trouble neurologique, vu que c'était une étude qualitative descriptive qui était exploratoire pour aller développer les connaissances, on s'est intéressé à 3 conditions neurologiques, donc les blessures médulaires, la sclérose en plaques et le traumatisme crânien. On a eu un partenariat avec 4 organismes de la région de Québec, dont Mémo Québec, Adaptavie et Servio et Sclérose en plaques Canada, qui nous ont permis de faire notre recrutement, d'aller voir une diversité de personnes. Donc, on a recruté 24 personnes, 8 par condition de santé, qui étaient âgées de plus de 50 ans et qui devaient vivre avec la condition depuis au moins 10 ans. Donc, il y avait l'aspect d'âge en termes de vieillissement, mais également le temps depuis le diagnostic. On est allé faire un questionnaire sociodémographique avec eux pour aller essayer de décrire un peu le sexe, le genre, l'âge, le statut ethnoculturel, le niveau d'études. C'était des entrevues qui étaient individuelles, d'une durée d'environ 60 minutes, qui étaient enregistrées. Puis ce qui était vraiment important pour nous, c'était d'avoir des modalités d'entrevue flexibles, pouvoir aller chez les gens, les voir à distance si c'était mieux comme ça, ou d'aller dans des locaux privés. Tout ça pour favoriser vraiment l'accessibilité aux lieux, le sentiment de confiance et la confidentialité avec eux. Donc, on passe à la partie qu'on attend. C'est les résultats. Donc, au niveau des caractéristiques sociodémographiques, on avait 54% des participants qui étaient des femmes. Comme avec le recrutement, on voulait y aller avec quand même pas seulement des hommes, seulement des femmes. On voulait avoir un profil plus diversifié. On avait un âge moyen de 52 ans. Puis les participants s'échelonnaient entre 50 ans et 77 ans. Ça aussi, éventuellement, ce sera des limites qu'on a rencontrées, on aurait aimé avoir des gens plus âgés, mais on a quand même pu voir un beau profil diversifié. Il y avait un temps moyen depuis le diagnostic de 29 ans. Puis, ces personnes-là fréquentaient à 100% un organisme au moins qui soutenait les personnes avec des incapacités. Ces personnes-là considéraient que la condition avait un impact modéré sur leur quotidien, puis avaient un revenu annuel d'environ 20 à 30 000. Donc, on est allé voir rapidement qu'est-ce qui décrivait les profils de ces participants-là. Ça n'a pas été une étude comparative entre les populations, mais ça donne quand même un beau profil pour cette étude. Donc, pour les résultats, cette analyse-là qui était déductive, on a fait un regroupement des thèmes des données sous 5 thèmes. Fait que on va les voir défiler. Donc, je vais juste baisser ça parce que je ne vous vois plus. Super. Donc, les données nous ont montré qu'il y avait tout un parcours d'adaptation et d'affirmation. Vous aurez sur chaque thème un extrait d'un participant avec ses caractéristiques qui nous permettent de bien mettre en situation la situation de la personne. Donc, tout le parcours d'adaptation et d'affirmation, c'était transcrit par des modifications des attitudes envers soi et les autres qui tendaient à être davantage positives, de voir la condition d'une façon qui évoluait avec le temps. Puis ça permettait aux personnes de participer davantage à des activités, puis de rentrer en contact avec d'autres personnes. Il y avait toute une capacité à relativiser leur situation qui s'implantait également. Donc, de se dire, bon, là, je vieillis, comment je vais voir les choses d'une autre façon? Comment je peux voir ça plus positivement? Puis tout le besoin de militer pour ces besoins. Il y a des participants qui ont mentionné qu'ils allaient à des manifestations pour avoir davantage accès à des lieux adaptés, qui avaient moins de gêne à mentionner qu'ils voulaient des adaptations, qui demandaient au commerce d'avoir des rampes. Donc, il y avait tout ça qui se construisait au fil du temps avec l'incapacité à origine neurologique. Ensuite, il y avait toute la question d'autonomie, de son maintien. Oui, les personnes passaient par un processus de réadaptation, devaient avoir des gains en termes d'autonomie, mais en vieillissant, en ayant une perte de capacité liée à l'âge ou à la condition, il fallait tout retravailler cette autonomie-là. Donc, c'était important de la maintenir au mieux qu'ils peuvent. L'utilisation d'un transport personnel est venue comme un grand facilitateur ou un grand obstacle à l'indépendance et à la possibilité de participer à des activités en dehors de leur domicile.
Toute la question de devoir demander de l'aide qui était nécessaire parfois aux incapacités, mais ça demandait beaucoup de disponibilité, de flexibilité dans le temps pour recevoir des aides à domicile ou des aides à la réalisation des tâches. Toutefois, cette aide-là était nécessaire, permettait de sortir à l'extérieur puis de pouvoir soit aller se changer les idées comme certains participants ont mentionné. Ensuite, la question de la réorganisation des habitudes, une grande thématique ici dans le processus de vieillissement. Il y avait toute la question de devoir planifier ses activités et ses déplacements. Donc, il y en avait des participants qui ont mentionné qu'ils devaient appeler les commerces pour savoir est-ce que vous avez des rampes accessibles, est-ce que vous avez des stationnements réservés. Puis toute cette planification-là, ben, ça permettait vraiment un bon déroulement des activités en dehors du domicile. Ça permettait aussi de permettre une confiance envers la sortie qui se fera euh, développer au courant des journées ou des semaines, tout dépendant qu'est-ce que c'était. L'utilisation du transport adapté, ben, c'est pas une surprise. C'était utile et nécessaire, mais demandait une grande flexibilité en termes de temps. Les modalités de réservation, ça pouvait être contraignant, ça empêchait un peu la spontanéité. Donc, assurément, il y aurait des choses à développer comme ça. Il y a des participants qui ont mentionné, ben, se sont impliqués dans des comités pour essayer de changer ça, pouvoir essayer d'apporter leur expérience. Puis la question d'insécurité liée à la condition, une grande question de vieillissement avec l'incapacité, ben ça limitait quand même la participation en dehors du domicile par peur de manquer d'énergie, d'avoir des faiblesses musculaires. Il y avait quand même une grande question ici à approfondir. Ensuite, l'implication dans la communauté, toute la question de redécouvrir des rôles sociaux. On a des personnes qui ont perdu leur emploi suite à un diagnostic. Donc, comment je vais me redéfinir par la suite. Ça l'a quand même permis à certaines personnes de voir la condition d'une façon plus positive en permettant de donner des disponibilités à la famille. Donc, il y en a qui sont grands-parents, ben, ça permettait d'aller participer à des activités avec les enfants. Il y en a de pouvoir être plus disponibles pour leurs propres enfants, tout dépendant l'âge de la personne ou de leur statut. Puis toute la question de contribution par les savoirs expérientiels, des grandes implications au niveau des comités municipaux, des, co- des participations à la recherche. D'ailleurs, on a eu un très beau recrutement. Merci encore à tout le monde. Puis tous les contacts intergénérationnels qui permettaient peut-être de pouvoir échanger sur les réalités ou des outils que les personnes qui vieillissent ont acquis au fil du temps. Il Puis, resterait 1 minute environ. super. Donc, le dernier thème, ben, tout ce qui était le souhait de continuité dans la stabilité de la condition, mais sans la certitude de ce qui s'en vient. Donc, ce qui limitait les personnes dans leur participation, c'est qu'en vieillissant avec une condition neurologique parfois imprévisible, ben, il n'y a peut-être pas de projet à venir qui s'installe. C'est beaucoup plus de vivre au jour le jour, puis de dire, j'ai les capacités de le faire maintenant et l'énergie. Il n'y a pas de sentiment d'urgence, comme la participante a dit, mais je peux encore me réaliser, puis c'est maintenant qu'on va le faire. Puis là, la citation est comme en anglais, là, le petit icône jaune, mais le meilleur temps, c'est maintenant. Ça, c'était vraiment une belle parole de comment les personnes voyaient ça en vieillissant. Donc, tout ce projet-là, en fait, nous a montré que c'est bien important de voir les contextes des personnes qui vieillissent avec des incapacités d'origine neurologique. Les participants ont évoqué aussi qu'il y avait besoin de se faire entendre et écouter. Donc, pour les personnes qui vieillissent avec des incapacités, ben, continuez de participer socialement, de militer, de participer aux activités de vos organismes, d'aller leur mentionner qu'est-ce qui doit changer. Je pense que c'est les meilleurs vecteurs de changement. Puis nous, en recherche, ben, on continue à développer des initiatives inclusives. Il y a des belles percées dans les activités intergénérationnelles, donc peut-être qu'on pourrait aller creuser ça de ce côté-ci, puis tous ensemble, ben, contribuer à une meilleure santé des populations. Merci aux organismes, merci encore à Mémo Québec pour l'invitation, puis merci à tous les membres puis aux participants là, qui se sont portés volontaires au projet. Ce fut très plaisant de travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup, Mia. C'est vraiment une très belle présentation. Je sais que c'est ça, il y avait beaucoup d'informations à couvrir en peu de temps, là. Donc, on a quand même vu les grandes lignes. Merci beaucoup. J'ai vu dans le chat que notre directeur
Walter propose en fait que les chercheuses et les chercheurs puissent présenter les résultats des recherches là, dans un article du Paraquad. Donc, il en profite pour vous en demander plus, parce qu'on est toujours content d'avoir là, les résultats détaillés par écrit puis imagés. Donc, on va pouvoir vous relancer pour ça, mais oui, ce serait une bonne idée. Donc, on serait rendu au temps des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient poser une question, soit dans le chat, soit par une main levée? Nathan? Ne vous gênez pas. Est-ce qu'il y en avait? Non. OK. Oui, oui, Diana. Oui, bonjour, merci pour la belle présentation. Je serais curieuse de savoir, est-ce qu'ils ont abordé comme l'aspect besoin de services pour les maintenir en autonomie ou pour les aider à s'adapter à cette situation de vieillissement? Oui, il y a eu toute la notion de le besoin d'accès à l'information, puis le besoin d'accès aux activités participatives. Ce qui était ressorti, c'est qu'en vieillissant, il y avait davantage de besoins que plus jeunes en âge avec l'incapacité. En majorité, les personnes retrouvaient de bons services puis de bonnes capacités à trouver l'information. Ça devient peut-être là, d'une limite, comme quoi tout le monde était membre au moins d'une association, mais il y avait quand même un certain besoin de peut-être regrouper l'information à des endroits, de moins avoir besoin de chercher dans d'autres plateformes. Puis ça, ce sera assurément d'autres choses peut-être à creuser ou à analyser là, dans les entrevues. Ok, merci. Oui. On a une question de Marie-Blanche. Bonjour. Je trouve ça comme très intéressant le focus qui est mis sur les personnes qui vieillissent avec une incapacité. Je remarque que, bon, effectivement, l'âge moyen est comme plus jeune que ce qu'on pourrait penser, là. Moi, j'ai 74 ans, donc j'ai comme 40 ans, plus que 40 ans d'expérience. Je me dis aussi que dans l'adaptabilité ou l'adaptation des personnes à leur situation, ce à quoi elles renoncent, ce à quoi elles tiennent, parce qu'une personne de 75 ans a définitivement un autre passé qu'une personne de 58 ans, par exemple. Et les attentes de la société, ou ce que la personne perçoit des attentes de la société face à sa performance, ça a changé là, au fil du temps, depuis les années 50, 60, 70. Et puis, je vois aussi que vous avez des personnes qui ont des incapacités évolutives, puis des personnes qui ont des incapacités dites stables, mais qui, évidemment, il y a des choses qui s'aggravent avec le vieillissement, là, même si la lésion médulaire, c'est censé être stable. Alors, je trouve ça comme intéressant, puis je vois la difficulté que vous avez un peu à segmenter des groupes, là, au travers de ça, des groupes d'âge, les hommes, les femmes, les gens avec des parents, des pas-parents, là, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avant leur accident ou avant l'événement qui a déterminé l'apparition de leur incapacité. Mais c'est extrêmement intéressant. Puis moi aussi, je suis très intéressée à voir qu'est-ce qui suit. Et puis, s'il y avait une possibilité d'avoir un groupe un peu plus grand ou si on essayait d'avoir un groupe un petit peu plus vieux, euh, juste comme pour un peu replacer où ils étaient, ces personnes-là, lors de Mhm. l'apparition de leur incapacité. Ben, je me permets, Mia, tu pourras renchérir si tu veux. Merci pour les commentaires, c'est tout très pertinent. Tu sais, au début de votre commentaire, vous avez abordé l'histoire du parcours de vie, c'est comment l'histoire d'un individu, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, fort, après ça, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, puis comment il perçoit les gens, puis comment les gens ils sentent qu'ils le perçoivent. Puis pour la question des incapacités, c'est parce qu'on essaye un peu dans la diversité des troubles là, comme sclérose en plaques, évolutifs et non évolutifs, etc. On essaie de regarder de manière exploratoire qu'est-ce qui est commun entre ces populations-là, dans l'optique de développer des solutions de promotion de la santé, du vieillissement actif, qui
peuvent répondre à des réalités qui sont communes. Mais évidemment que ça ne va pas tout régler, et qu'il faut toujours continuer les efforts de développer des interventions, des pratiques ou des solutions qui sont spécifiques à certaines populations. Mais nous, c'est un pari qu'on fait là, dans ma jeune carrière. Là, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Là. Mais c'est ça, d'avoir des approches plus inclusives là, de promotion de la santé qui ne sont pas focusées sur la nature du déficit, mais plus sur ce que l'individu veut faire. Bon, merci beaucoup, Marie-Blanche, pour ta question. On aurait le temps pour une dernière question, donc de Hébert Henry. Oui, bonjour. Ben, merci pour la présentation. En fait, je voulais juste vérifier avec vous, est-ce que, j'imagine qu'il y avait quand même des gens d'âge différents dans votre étude. Puis quand on parle de participation sociale, est-ce que vous avez remarqué comme des tendances, mettons, au niveau des rôles sociaux qui étaient plus importants chez les plus jeunes, certains types de rôles sociaux versus les personnes qui étaient disons, en âge plus avancé? Est-ce qu'il y avait des tendances là-dedans ou que il y avait tout. Ça dépend évidemment sur quoi vous penchez comme participation sociale, là. Quels rôles sociaux vous visiez là, principalement? Mhm. Ben, en fait, c'est vraiment des observations en termes d'analyse, puisque c'était pas quelque chose qu'on allait pencher exactement. Mais peut-être pour les personnes qui étaient peut-être en âge de travailler, là, donc en bas de 65 ans, peut-être plus une question de redécouvrir des rôles d'engagement comme le plus de travail. Pour les personnes plus âgées, je crois qu'il y avait beaucoup plus de questions de s'impliquer dans des comités, de s'impliquer dans des savoirs expérientiels. Fait que c'était vraiment comme de redécouvrir des rôles, tandis que pour les personnes qui travaillaient ou qui avaient perdu leur travail dû à, par exemple, un traumatisme crânien avec l'invalidité, ils disaient, bon, ben là, j'ai perdu mon travail, comment je vais faire pour combler ce temps-là? Fait qu'il y avait plus peut-être une notion de combler du temps, plutôt qu'en vieillissant, de trouver des façons de participer socialement autrement, occuper le temps. Fait que des fois, ça dépend plus un peu de la perspective des personnes. Le rôle social, ça a été nos questions un peu éternelles avec Samuel, là, comment on voyait ça, les rôles occupationnels. Est-ce qu'on y va vraiment plus en termes d'activité, qu'on l'a exploré de cette façon-là? Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos questions à tous. Puis merci encore une fois, Mia Lapointe et Samuel Turcotte pour votre présentation. C'est vraiment apprécié. Donc, on est désormais rendu à la troisième présentation des chercheuses Dorothy Barthélémy et Diana Zdarov, toutes deux associées à l'UDM, au CRIR et à l'IURDPM, ainsi que Héloïse Bourgeois, qui est la coordonnatrice de recherche à l'IURDPM. Et on a également Nancy Dubé, ergothérapeute à l'IURDPM et membre du CRIR. Et donc, elles vont nous parler des premiers résultats du développement et de l'implantation du programme SIM, donc qui est le programme de clinique d'intensification et de neuromodulation pour les personnes lésées médulaires. Donc, je vous laisse la parole. Merci Virginie. Est-ce que Virginie, est-ce c'est que oui, je Héloïse? pourrais partager? Oui, c'est Héloïse qui va Euh, partager. oui, Héloïse, je t'avais donné, OK, je t'avais donné accès, je le refais. Parfait. Tu devrais, parfait. Bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde a entendu le grand titre résumé en mots CIM. Aujourd'hui, je vais introduire un peu notre présentation. Donc, en vous parlant un peu de la plan, aujourd'hui, ça va être de vous expliquer le contexte. Ensuite, on va regarder ben, les hypothèses, pourquoi on a décidé de faire ça et dans quel objectif. C'est quoi le programme CIM? Comment on fait pour mettre en place les projets de recherche et notre équipe, évidemment. De mon côté, j'aimerais vous parler un peu plus du contexte. En fait, en étant issu de la clinique, du côté plus de réadaptation fonctionnelle intensive, du côté de l'IRGLM, on se posait beaucoup de questions pour comment faire pour intensifier davantage
nos approches. On avait un peu plus développé dernièrement l'approche ABT, là, que d'ailleurs, il va y avoir un sujet à 4 heures là-dessus, mais c'est une approche d'identification sous-lésionnelle et de la combiner avec la réadaptation fonctionnelle usuelle qu'on faisait habituellement. Donc, on avait une préoccupation dans ce sens-là. Et on avait aussi acquis dans les dernières années des nouveaux équipements, FS, Bike, Géo, etc. Donc, de notre côté, il y avait une certaine problématique parce qu'on se retrouvait à vouloir, d'un côté, intensifier et de l'autre côté, ne pas manquer non plus la réadaptation fonctionnelle. Donc, on avait comme un enjeu au niveau de la disponibilité. Là, tout le monde sait, bon, dans le réseau de la santé, il ne pleut pas des heures. Donc, on avait un questionnement aussi, un souci de vouloir ajouter davantage d'identification, davantage d'EBT pour avoir un peu plus là, de travail sous-lésionnel et pour améliorer la situation des nouveaux blessés médulaires et les hémédulaires. Donc, on trouvait que c'était encore sous-optimal ce qu'on pouvait offrir. Et là, tout d'un coup, on est venu à se faire approcher par nos collègues et on a Dorothée, Diana sont venues nous voir et là, on a comme vraiment dit, ben pourquoi pas, est-ce qu'on devrait embarquer dans une programmation tout le monde ensemble et co-construire ensemble le projet SIM. Donc, la question majeure était, est-ce qu'on pourrait optimiser le temps de réadaptation en combinant les meilleures pratiques cliniques aux approches émergentes de neuromodulation et d'identification? Donc, voilà un peu comment a débuté le projet SIM. Et moi, oui, mais moi, de mon côté, je suis chercheur. Mon expertise était plus en stimulation électrique. Comment est-ce qu'on peut entraîner les gens en utilisant des stimulations? Puis, en discutant avec l'équipe, on s'est vraiment attardé sur les priorités de récupération motrice et sensorielle des gens qui ont eu une lésion de la moelle épinière. On est venu avec des interventions innovantes. Chacune des interventions est composée de 2 parties. La première partie, celle que vous voyez à l'écran, c'est la thérapie basée sur l'activité. C'est quoi ça, en fait? On va en parler à 4 heures, mais c'est aussi une approche qui vise de manière indirecte, activer le cerveau, la moelle épinière, en haut, en bas de la lésion, avec des tâches répétitives et intensives en faisant des exercices. On peut bouger le bras, on peut marcher avec des obstacles. C'est vraiment ça l'activité, la thérapie basée sur l'activité. Ça a été montré comme étant bon pour réorganiser la moelle épinière, le cerveau, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça augmente l'organisation du cerveau et la réorganisation du cerveau. Puis en même temps que cette thérapie, on va appliquer ce qu'on appelle de la neuromodulation. Puis ça, c'est peut-être un peu plus nouveau. Donc, la neuromodulation, c'est quoi? C'est toutes les stimulations électriques, je pense que vous entendez beaucoup parler là, dans le Time Magazine, dans le Journal de Montréal, toutes ces Neuralink, tout ça, c'est toutes les stimulations électriques qu'on peut appliquer à différents endroits du corps. On peut l'appliquer sur les jambes, sur les muscles. On peut l'appliquer au niveau du dos, sur la colonne vertébrale, pour augmenter l'activité des neurones au niveau de la moelle épinière. On peut aussi le mettre au niveau de la tête pour tenter d'augmenter l'activité au niveau du cerveau. Puis cette stimulation-là, cette neuromodulation est vraiment beaucoup plus directe pour activer le système nerveux, le cerveau. Fait que vous comprenez que de combiner les deux, autant avec la thérapie basée sur l'activité que la neuromodulation, notre hypothèse à nous, c'est vraiment qu'on serait capable d'améliorer la récupération, le mouvement des bras, le mouvement des jambes. Il y a quand même des données dans la littérature qui montrent que c'est le cas pour des gens qui ont des lésions depuis plus longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais on s'est dit, mais est-ce qu'on peut, vu qu'on est à l'IRGLM, en réadaptation intensive fonctionnelle, si on peut utiliser cette approche dès le début, rapidement après que la personne ait eu sa lésion, est-ce qu'on peut améliorer la trajectoire de récupération? C'est un peu le but là, du programme SIM. Et oui, donc comme vous l'a expliqué Dorothy, donc notre objectif principal dans SIM, ça va vraiment être de co-développer et d'implanter du coup ces interventions innovantes directement dans le programme ELEM, du coup dans le programme de lésions médulaires de l'Institut Gingras Lindsay. Et donc donc on va concevoir, tester et mettre en place ces interventions, puis par la suite on va les évaluer pour pouvoir évaluer en fait notre implantation et notre impact euh, sur la population. On va vraiment venir se placer en parallèle à la réadaptation usuelle. Donc, ça veut dire que les usagers ils vont arriver à l'IRGLM, ils vont commencer leur réadaptation usuelle et nous,
Donc vraiment, on va venir se greffer à cette réadaptation usuelle en leur proposant d'intégrer un des programmes, un des projets de CIM. Donc les projets, ils ont été construits via l'approche Living Lab. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été co-construits en utilisant les expériences, les expertises de cliniciens, de chercheurs, de patients partenaires, même des gestionnaires de l'hôpital. On a vraiment créé des projets du coup qui sont autour des priorités des patients. Et puis, c'est des projets qui sont menés en fait en collaboration entre les chercheurs et la clinique. Donc, les patients qu'on va être amenés à voir plusieurs fois par semaine, on va être vraiment en contact direct avec les cliniciens qui les voient durant la réadaptation usuelle, donc soit les ergos ou les physios. Et le but, c'est vraiment de permettre à tous les usagers qui rentrent à l'URGLM dans le programme LM de venir bénéficier de ces innovations. Et du coup, ça va dépendre de s'ils sont éligibles pour nos projets. Et donc, on a vraiment essayé de mettre un cadre pour créer ces différents projets. Donc, on s'est basé sur le Living Lab. Donc, on est vraiment venu, en fait, bah, comme je vous l'ai dit, faire une co-construction de ces projets. Puis, actuellement, on est vraiment sur la partie, l'évaluation, en fait, de la faisabilité de chaque innovation dans un contexte de réadaptation fonctionnelle. Et par la suite, on va essayer de développer des outils de transfert de connaissances pour pouvoir faire une pérennisation de ces innovations plus facile. Alors, à date, on est venu avec 6 interventions innovantes. Je vous parlerai des des 2 premières interventions pour le membre supérieur et le membre inférieur tout à l'heure, plus en détail, parce qu'on a déjà des données sur ces projets-là. Par contre, j'aimerais mentionner quand même qu'on a 4 autres projets. Le projet 3, qui est le FES Bike, on est vraiment tenté de non seulement améliorer le mouvement au niveau des jambes, mais aussi au niveau de la condition cardiovasculaire pour vraiment mettre la personne un peu plus en santé, puis vraiment s'assurer qu'il sache comment continuer à garder ce momentum et cette santé générale. Ensuite, on va adresser la douleur neuropathique. Plusieurs personnes vont avoir des douleurs en dessous du niveau de la lésion avec la réalité virtuelle, des vibrations et de la neuromodulation aussi, des stimulations. Le projet 5, c'est pour la vessie neurogène. Donc, c'est vraiment pour les problèmes de micturition. Et ça, ce qu'on utilise, c'est un TENS simple qu'on va stimuler un certain nerf tibial, puis on va voir si on est capable de diminuer des problèmes-là dès le début de l'hospitalisation. Et le 6e projet, c'est surtout pour les gens qui ont récupéré la marche, mais sont très à risque de chute. Alors, dans ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tenter d'augmenter leur équilibre et de solidifier leur équilibre pour qu'ils puissent retourner et marcher dans la communauté avec moins de chances de tomber. Donc, sur la prochaine diapo, je vous parle un peu plus du projet sur l'améliorer la récupération, la réadaptation du membre supérieur en utilisant la thérapie basée sur l'activité, un peu comme vous voyez là, la personne qui fait des mouvements, des activités, elle bouge des verres, tout ça, vraiment des activités de la vie quotidienne. Et ce que vous ne voyez pas sur la photo, c'est la stimulation qu'on a mise au niveau du cou, au niveau de la colonne cervicale, pour tenter de directement activer ces neurones. Le but de ce projet-là, c'est vraiment d'améliorer la sensibilité, la mobilité du membre supérieur, puis vraiment permettre à la personne de reprendre son indépendance fonctionnelle dans les activités de tous les jours. À date, il y a 12 personnes qui ont été recrutées, avec qui on a travaillé dans ce projet-là. Le 2e projet dont je vais vous parler, c'est celui sur la locomotion. Mais en fait, c'est vraiment pour tenter d'améliorer les mouvements du membre supérieur, parce que c'est pas tout le monde qui va recommencer à marcher comme dans la communauté. Par contre, améliorer la mobilité des membres inférieurs, le contrôle des membres inférieurs, et en position debout, avec un GEO, qui est une marche robotique, c'est un robot qui permet vraiment à des gens qui ont des capacités ou pas de bouger, de pouvoir récupérer. Et aussi, on a quelques participants là-dessus. Et par la suite, on va aussi regarder du côté toute la partie qualitative et transversale que Diana va vous parler. Il resterait environ 1 minute, là, normalement. Parfait, donc je vais faire vite. L'évaluation est un aspect important du programme CIM. Comme on l'a mentionné, on est intéressé par l'impact des interventions sur la récupération motrice, la récupération sensorielle, mais on était aussi intéressé à évaluer l'impact de l'ensemble des interventions sur des construits qui seraient communs aux interventions. Donc, on va aussi évaluer l'impact de ces interventions sur la santé mentale des participants, sur leur qualité de vie, est-ce que ça a un impact sur la douleur qu'ils ressentent, sur leur fonction physique, est-ce qu'ils ont été aussi satisfaits des interventions.
Un autre aspect important d'évaluation, c'est l'évaluation de l'implantation de ces interventions. Comme on vous a dit, l'objectif, c'est autant de voir si les interventions sont efficaces, mais l'objectif est aussi que les cliniciens s'approprient ces interventions et les utilisent. Donc, un aspect important pour nous, c'est de bien comprendre c'est quoi les enjeux auxquels les cliniciens font face pour utiliser ces interventions. Donc, pour bien comprendre ces enjeux-là, on va faire des groupes de discussion avec chaque équipe qui est impliquée pour chaque projet. Mais on va aussi s'intéresser à la perspective des participants, qui ont une lésion médulaire, qui ont participé au projet. Puis, on va s'intéresser à leur expérience avec l'intervention, en fait, pour avoir aussi leurs recommandations d'amélioration. Et on va mettre tout ça ensemble pour, en fait, co-développer avec les équipes de chaque projet des stratégies d'implantation vraiment pour favoriser l'utilisation de ces innovations-là dans la pratique clinique. Et pour terminer, je veux juste brièvement présenter l'équipe. On est vraiment une équipe avec des chercheurs avec des expertises diversifiées, des cliniciens, nombreux cliniciens qui participent à chaque projet aussi, des équipes multidisciplinaires. On a des patients partenaires, des proches aidants aussi dans nos équipes. Et on a également des partenaires importants, des partenaires communautaires et des partenaires privés. Puis, je tiens vraiment à mentionner que dans chaque équipe projet, tous ces gens-là sont impliqués pour chacune des innovations parce que l'aspect Living Lab et co-construction est extrêmement important pour nous. Donc, ce n'est pas un projet en silo dans un laboratoire de recherche. Merci beaucoup. On est prêt pour vos questions. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment apprécié. Je sais que moi et quelques-uns de mes collègues, là, quand on est allé voir dans le gym à l'IRJLM, là, où ont lieu les différentes thérapies, c'était vraiment intéressant de le voir en action puis d'avoir toutes vos explications, là. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on a eu comme une version, c'est ça, abrégée de ça. C'est vraiment intéressant, puis que nos membres aussi puissent être, c'est ça, un peu plus au courant de ce qu'il fait, puis de voir qu'on a quand même des technologies innovatrices là, au Québec pour les lésions médulaires. Donc, est-ce que, il y en a qui ont des questions? Je vois que dans le chat, il y a une question de Marjorie Onos qui est vraiment intéressant. Y a-t-il des projets futurs auprès de personnes qui ont une lésion médulaire depuis plusieurs années? Oui, je ne sais pas si je peux répondre. En effet, donc, chacune des interventions a une partie, oui, très et subaiguë. On est vraiment avec les cliniciens sur place, mais chacun des projets aussi va se développer dans la communauté pour vraiment avoir une possibilité d'adresser ces mêmes déficits-là. C'est des gens qui ont eu des lésions depuis plus longtemps. Puis il y a différents partenariats qu'on est en train de faire là, pour vraiment tenter d'aller aussi offrir ça un peu plus loin, pas juste à l'IRGLM, mais c'est vrai qu'en ce moment, on veut quand même démontrer que ça fonctionne bien. On a quand même le fardeau de la preuve à faire, qu'on arrive à quand même faire une amélioration et que c'est un plus. Donc, la réponse courte, c'est oui, là, on aimerait ça. Puis voilà. Oui. Oui, on a une question de Hébert Henry. Ben, en fait, vous venez peut-être d'y répondre. Je me posais la question si vous aviez des données probantes par rapport aux résultats de l'impact de ce type d'intervention-là versus une intervention plus, disons, qui était précédente. Est-ce que, sans avoir des données probantes, est-ce qu'il y a quand même un avenir pour ça? Autrement dit, est-ce que vous voyez des résultats qui sont intéressants pour, puis si oui, à quel niveau? Oui, ben, mais ça, c'est une très bonne question. Je pense que les cliniciens ils nous ont dit, ah, on est vraiment avec vous et on va vraiment être, tu sais, ce qui va nous permettre de passer par-dessus le fait de juste continuer comme on fait, c'est de voir les résultats, concrètement ce qu'on est. Alors, à date, pour le projet du membre supérieur, là, il y a 12 participants. Donc, c'est une étude de faisabilité. On voulait déjà d'abord savoir si c'était faisable parce que pourquoi ces personnes-là sont pas très, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce continuum de soins, cette partie-là? C'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes médicaux, hein. Vous savez,
la pression fluctue, les gens ne sont pas stables. Donc, il faut absolument travailler avec les médecins pour s'assurer que, on s'assure de la sécurité des patients parce qu'on va augmenter leur travail, on intensifie. On augmente le temps qu'ils passent en réadaptation comparé habituellement, puis on le simule aussi. Et les résultats qu'on a à date, donc sur les 12, donc vraiment, avec vraiment de précaution, là, prenez ça avec un bémol, c'est vraiment des données préliminaires. Là. Ce qu'on voit, c'est quand même, oui, premièrement, l'intensification en tant que telle semble vraiment, juste le fait de mettre plus d'heures très tôt après la lésion à l'IHLM, il y a vraiment il semble y avoir une différence, mais ça va être confirmé avec bientôt. Mais le fait de rajouter la stimulation, la différence semblait plus grande. Si on regardait, par exemple, des mesures comme la force musculaire, le LEMS pour la force musculaire du membre inférieur, le UEMS pour la force musculaire. Fait que tout ce qui est, pas nécessairement la fonction en tant que telle, mais tout ce qui est déterminant pour la fonction, la sensibilité, la force, il semblait y avoir une amélioration plus prononcée dans le groupe qui était avec la stimulation réelle, plutôt que le groupe qui avait juste la thérapie basée sur l'activité, mais avec une stimulation qui n'est pas vraiment efficace. Donc, à date, le peu de données qu'on a semble montrer qu'on va dans la bonne direction, puis ça supporte en fait ce qui est montré dans la littérature où on voit, les études semblent montrer une différence des patients, ça fait comme 5, 10, 15 ans qu'ils ont eu la lésion, puis on voit qu'on peut peut-être reproduire la même chose, mais déjà plus tôt après la lésion. Donc, c'est encourageant parce que ça veut dire que, plus rapidement on arrive à récupérer des mouvements, bien, avec la thérapie qui est faite par les équipes, bien, on peut déjà peut-être améliorer la trajectoire de soins, mais sous toute réserve encore, là, c'est un petit échantillon. Merci. Merci, Dorothy, pour la réponse. Là, je vois que ça s'enflamme un peu dans le chat et c'est ça, du côté des mains levées aussi. Je propose qu'on prenne les deux mains levées, puis pour les questions dans le chat, je vais prendre le temps là, de transmettre les questions aux chercheuses, puis de vous répondre par courriel. Je suis désolée parce qu'on ne veut pas manquer de temps pour la dernière présentation de Normand Boucher. Donc, on a une question là, de Marie-Blanche. Le micro. Marie-Blanche, le micro n'est pas ouvert. D'accord. Ma question ou mon commentaire s'adresse aux quatre chercheuses. Supposons que les gens arrivent de l'hôpital, là, pour les gens qui sont passés par le centre hospitalier, arrivent là, vraiment là, au moment opportun en réadaptation fonctionnelle intensive. Supposons que tout le monde a été comme briefé au plan psychologique, au plan comme ça ici, sur le fait que pendant la période de réadaptation fonctionnelle intensive, on allait faire le maximum pour leur faire retrouver le plus d'autonomie. Mais ce que je me dis, c'est que les gens n'arrivent pas tout à fait dans le même état, selon peut-être la gravité, mais aussi selon leurs attentes. Il y en a qui veulent récupérer tout, il y en a qui sont prêts à faire beaucoup, beaucoup pour avoir un petit peu plus de contrôle au niveau des membres supérieurs. Alors, cet aspect psychologique de la disponibilité de gens qui passent quand même moins de temps maintenant en RFI qu'il y a 20 ans. Hein, en 20 ans, c'était plus long, la réadaptation. La disponibilité de gens pour, comme disait Madame Barthélémy, d'absorber non seulement ce qui se fait traditionnellement en RFI, mais en plus cette dimension dimension qui m'échappe, dont le nom m'échappe pour l'instant. Ben, comment ça peut jouer? Est-ce que vous avez eu vos participants étaient vraiment des gens qui étaient tout à fait disposés, là, un, deux, trois, on part, oui, on veut le maximum, tout ça, ou si vous aviez une dimension psychologique qui pouvait comporter des, euh, des freins, mettons, mettre des freins au travail? Je peux répondre, peut-être? Je peux... C'est sûr que quand on a pensé à t'sais, toute l'équipe sont impliqués là, en RFI, puis maintenant en RAIS, mais on a aussi nos psychologues qui sont impliqués dans la version de l'évaluation psychosociale. Euh, c'est sûr que ça comporte un certain risque de commencer aussitôt un projet comme ça. On s'entend là, quand les gens viennent d'arriver en RFI, c'est un mélange d'émotions. Des fois, ils vivent à la minute. Vous êtes bien placé pour le savoir. Là, je sais pas. On a vraiment essayé de voir ben, comment on pouvait euh, donner la même chose que d'habitude. Donc, ils ont le suivi qui vient avec, mais aussi
on s'est posé la question si le fait de pouvoir participer à des projets comme ça remplissait aussi un besoin d'avoir tout essayé. Donc, il y avait un côté que les intervenants se disaient, mais je pense que c'est intéressant que nous, on offre ça. On offre cette possibilité-là de. C'est un projet de recherche, on s'entend. Et avant d'embarquer plus loin on veut s'assurer qu'on va avoir des données qui vont nous prouver qu'on embarque. Donc, c'est pour l'instant encore à l'état de recherche et je tiens à le préciser parce que ça aussi, c'est bien expliqué dans tous les formulaires qu'on leur fait signer. Il y a une évaluation, il va y avoir des évaluations là, qui vont commencer bientôt sur tout l'impact que ça peut avoir au niveau psychologique. Mais je dirais, on a vu de tout le monde, mais je pense que tout le monde a embarqué go dans ceux qui ont dit oui au projet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est quand même assez complexe comme situation, là. J'avoue on s'est posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en grande équipe. Parce que si on veut maximiser là, le temps passé en RFI, et puis Oui. qu'on veut, j'espère que c'est pas le raccourcir, mais que c'est leur Non. donner plus pendant comme ça, on ne peut pas se fier uniquement aux plus performants, aux plus dynamiques, aux plus sportifs. Il faut voir qu'il y a une masse un peu informe de gens Oui. qui ont des motivations différentes, j'imagine. Oui, puis bon, les personnes qui ont fait les thérapies ont beaucoup ajusté, tu sais, selon l'énergie aussi, là, puis la disponibilité des gens qu'on a ajusté au fur et à mesure. Puis oui, je vous rassure tout de suite, les gens ont la même réadaptation qu'avant. Ils ont un plus avec la recherche. Ouais. Ouais. Parfait. Ben, on enchaînerait avec ça, la dernière question de Audrey Daigneault. Il faudrait seulement répondre plutôt rapidement. Je sais que c'est des questions complexes, puis ça intéresse vraiment beaucoup tout le monde, là. Je vais juste faire la gardienne du temps. OK. Je vais essayer d'y aller rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait du potentiel pour des conditions neurologiques dégénératives à ralentir? Je ne sais pas si vous avez envisagé une deuxième phase pour les conditions neurologiques dégénératives, parce que je serais curieuse de savoir si ça peut ralentir la progression d'une maladie neurologique. Je peux peut-être répondre. C'est une excellente question. Puis la réponse courte, ce serait, les études ont montré que dans le Parkinson, par exemple, et dans la sclérose en plaques, il semble y avoir des effets bénéfiques sur le ralentissement, mais encore une fois, toujours chronique. Puis nous, on commence avec les lésions de la moelle épinière. On regardera ce qu'il y en est, mais il y a certaines données qui semblent aller dans le même sens que vous dites, là, Mme Daigneault. Parfait, Ben, merci. merci beaucoup, Dorothy, cette réponse. Donc, on en serait rendu à la dernière présentation. Donc, merci là, vraiment beaucoup à vous quatre d'avoir pris le temps de nous expliquer, d'avoir bien décortiqué chaque section du projet. Donc là, on serait rendu à la présentation de Normand Boucher, chercheur au CIRIS et à l'Université Laval. Puis sa présentation porte sur l'expérience de recherche d'emploi des personnes ayant des incapacités, le retour sur les enjeux du dévoilement et de discrimination. Donc, c'est à toi, Normand. Merci, Virginie. Je pense que je ne peux pas partager encore. Ah non, Ah, oui. c'est pas juste la grande Euh, magnitude du temps, c'est aussi de l'accès. ouais. Ce sera pas bien long. Je ne te vois plus. Ça sera pas long, tout le monde. Ah, je suis toujours là, toujours là. Je vais en Oui. profiter pour féliciter Oui. Marjorie Je t'ai donné et, accès. et Désolée. Coralie pour le travail, hein. C'est vraiment, ils ont mis beaucoup d'énergie, je sais, pour le but passé, pour le recrutement. C'est toujours un défi. Mhm. Puis dans ce projet-là, je pense que l'était encore plus. Donc, on a bien hâte de voir les résultats. Est-ce que tout le monde Mhm. voit un peu la présentation? Oui. Je vais la mettre en plein écran. Voilà. Pour ça, je vous présente un projet. C'est un volet. Vous avez peut-être déjà vu passer c'est un grand projet, hein, qui est. J'ai mis l'accent aujourd'hui à la fois sur la recherche d'emploi, puis les enjeux qu'on a lorsqu'on cherche du boulot, mais aussi en emploi. Vous allez voir des résultats.
qui sont présentés dans ce cadre-là. C'est un grand projet que je vous mentionnais qui a été piloté par mon collègue Charles Bellemare en économie, hein, une vision économique au projet. Moi, je suis responsable du volet qualitatif qu'on a fait à l'intérieur de ça. Vous avez des éléments aussi du grand projet qui visait vraiment à documenter à partir des expériences terrain, des expériences vécues par notre côté, alimenter les politiques, les pratiques aussi en matière d'employabilité. Donc, on avait 3 groupes, hein, puis vraiment, c'est important pour bien pouvoir comprendre les résultats, puis à la fois les expériences vécues, comment les gens ont perçu ces situations-là qui sont à la fois aussi oui, négatives, évidemment, mais aussi positives. Donc, motrices, auditifs et visuels, incluant douleur chronique sur ces dimensions-là. Il y avait une équipe assez, je ne mettrai pas tout le monde ici, mais on est quand même assez nombreux. Dans l'équipe, plusieurs partenaires. Vous avez ici en flash rapidement les différents partenaires qui ont soutenu le projet depuis le début, incluant les 2 premières années qui étaient pré-projet, puis les 5 dernières années. Le projet se termine avec une dernière phase le 31 mars 2026. Je mets l'accent ici sur le volet que je parlais de l'expérience. On a voulu documenter, puis on a fait c'est un effort assez significatif en termes de recherche et d'entrevues qu'on a fait à partir sur l'ensemble du Québec. C'est pas juste une province, là. C'est pas juste, c'est-à-dire une région, c'est l'ensemble du Québec. Vous avez ici 211 personnes. C'est des entrevues qualitatives qu'on a fait avec 211 personnes qui touchent majoritairement c'est souvent le cas dans plusieurs projets, je n'ai pas l'explication. Les femmes ont tendance à plus participer aux études que les hommes. Donc, on a un peu plus d'informations qui concernent, dans ce cas-ci, c'est 141 personnes qui sont identifiées comme des femmes et 70% des hommes. Le type d'incapacité, puis il faut tasser mon écran. Vous avez ce que je vous mentionnais, auditif. Très content du recrutement parce que historiquement, dans les projets qu'on a fait, c'était parfois difficile de recruter au plan auditif ou encore du côté visuel. Puis là, on a une représentation qui est vraiment très, très intéressante. On a inclus le Nouveau-Brunswick pour une partie également, avec un petit nombre des collègues de l'Université de Moncton qui ont participé à ce projet-là. Donc, on a une majorité qui ont des incapacités au plan moteur, visuel puis auditif, les 2 grands groupes, et auditif également. En emploi, des gens qui étaient en emploi, on parle de 200 personnes à l'intérieur de ça, qui nous ont rappelé un peu comment, dans leur parcours de recherche d'emploi aussi. Donc, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une diversité des emplois occupés qui étaient à la fois dans le privé, dans le public provincial, fédéral, mais aussi dans le volet communautaire, avec une prédominante du secteur public. Je trouve ça intéressant parce qu'on a tout un volet quantique qui a été développé, quoi que je ne présente pas aujourd'hui, là, mais on a différentes questions par rapport à la participation, à la réalité vécue sur différents aspects. Donc, les obstacles, les facilitateurs, comprendre les expériences vécues, parce qu'il y a des thématiques qui se sont imposées à partir du pré-projet qu'on a fait, notamment l'importance de le mentionner ou non, parce qu'on recherche un emploi. Puis actuellement, je vous dirais que c'est encore plus d'enjeux avec toutes les questions dont on parle d'équité, diversité, inclusion. Ces enjeux-là viennent, euh, s'imposent parfois. Donc, je vous mentionnais tout à l'heure, en recherche d'emploi, les gens, ce qu'on mentionnait, les difficultés rencontrées, mais on a aussi des éléments qui sont facilitateurs. On a voulu insister sur les 2 dimensions, hein. Vous avez en grand trait ici. Donc, évidemment, on parle de l'attitude négative des employeurs on parle d'ignorance. C'est pour ça qu'on voit souvent les éléments de sensibilisation qui apparaissent constamment comme des éléments qui sont à mettre de l'avant pour sensibiliser effectivement soit les employeurs ici par rapport à la réalité des incapacités. Donc, parce que il y en a un des participants qui mentionnait, parce que dans leurs yeux, ils voient uniquement la déficience, ils ne voient pas l'expérience, ils ne voient pas le potentiel. Pour d'autres, le groupe des organismes, je vous rappelle qu'un des partenaires, c'était le ROSEF, c'est l'ensemble de ses membres, les organismes spécialisés de main-d'œuvre qui ont été pour plusieurs un facilitateur parce que parfois il y a des difficultés. Dans ce processus-là, il y a des moments de découragement. Puis dans ce cadre-là, je pense que le volet, l'expérience vécue par cette personne-là, révèle que ça a été un élément positif. Ça lui a permis de continuer de se motiver également face à des refus, face à des difficultés qu'ils ont rencontrées. En emploi, parce que c'est un volet qu'on documente peut-être un peu moins, parce qu'on est encore dans la réalité, je vous dirais, dans le champ du handicap, c'est encore l'accès à l'emploi qui demeure un obstacle encore plus important que la vie au travail, même si ça commence à être de plus en plus. Parce qu'on se préoccupe
point de vue de la recherche, pose toutes ces questions-là. Donc, il y a une personne qui nous mentionnait ben, les difficultés qu'il y avait en emploi, les obstacles. Ben, il y a eu une transformation des attentes, des exigences dans un contexte. Tout ce volet-là, on l'a réalisé dans un contexte de pandémie. L'après, on l'a fait dans les 2 premières années avant, à partir de, au début 2000 qu'on a commencé. Donc, on était vraiment dans un contexte de pandémie, de transformation également du travail. Puis, on s'est rendu compte que ça avait un impact sur l'occupation de l'emploi. Donc, ici, le premier participant nous mentionne que ça avait trop de stress, puis ça avait un impact négatif sur sa condition physique à l'intérieur de ça. Donc, il trouvait qu'il n'était pas vraiment dans son élément. Parce qu'on s'intéressait aux éléments, aux obstacles rencontrés, puis aux éléments de facilitation qui pouvaient être mis de l'avant, des accommodements, par exemple, à l'intérieur de ça. Dans un autre cas, on a vu ici que c'était positif. Cette personne-là a été dans un milieu qui valorisait l'inclusion. Donc, ils ont disposé à aider à faciliter son adaptation. Toutes les difficultés qu'ils avaient soulevées, ils ont trouvé des solutions. Donc, on voit des dimensions, je pense, qui sont de plus en plus prises en considération lorsqu'on aborde la perspective d'un milieu de travail inclusif. Ben, ces attitudes-là, le contexte, fait aussi partie, évidemment, il y a l'accessibilité physique, mais il y a aussi ces éléments-là d'ouverture, puis une certaine forme de sensibilité à ces préoccupations-là, qui est aussi un élément important, je pense, à prendre en considération lorsqu'on veut définir un contexte de travail inclusif. Encore là, faut-il le préciser. L'autre que je vous mentionnais plus tôt, c'est dans notre pré-projet qu'on avait, que cette dimension-là s'est imposée par les entrevues qu'on a faites, simplement en pré-test, pour montrer comment il faudrait aussi se préoccuper de est-ce qu'on le mentionne ou non dans la recherche d'emploi, cette réalité-là, est-ce que je dois indiquer que j'ai une déplace en fauteuil roulant, une licence visuelle, derrière de ça, lorsque je vais solliciter un emploi. Mon collègue économique, vous avez peut-être entendu parler de l'article qui a été publié, dans ce projet-là, on a fait un test. Hein. Ils ont envoyé des CV fictifs, des vrais CV à des emplois réels, puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des différences significatives dans la possibilité d'être sollicité, d'être appelé en entrevue. Le fait qu'on a indiqué dans la lettre qu'on avait des incapacités, bien là, il y avait moins de chances d'être sollicité dans l'entrevue. Donc, la méthode du testing, Charles Bellemare a fait. Donc, il y a des éléments, puis Statistique Canada, hein, dans les enquêtes, on voit qu'il y a encore cette présence-là qui est confirmée par les données statistiques, qu'on peut comprendre qu'on a des hésitations à mentionner qu'on se déplace en fauteuil roulant. Il va y avoir ah, ben là, peut-être que on peut comprendre que ça existe toujours, puis que c'est pas. Parmi l'ensemble de nos participants, il n'y a pas eu de. C'est partagé. Hein. Vous allez voir sur les derniers résultats que je vous présente aujourd'hui, ces éléments-là. Donc, il y a Il une resterait persistance. environ 1 minute, Normand. Ah, oh, déjà. Oui, ça va vite. Non, mais je vais aller directement parce que là, on a voulu connaître un peu la perception de ce que je mentionnais d'entrée de jeu en recherche d'emploi. C'est quoi? Comment vous considérez l'ouverture des employeurs? Vous avez ici, ben, on a encore associé, entre guillemets, le handicap au fait que les personnes soient moins productives, devront se conformer au modèle du travailleur idéal. Les attentes, ça, on est vraiment au niveau de la personne ici, à l'intérieur de ça. On va considérer parfois que les gens sont paresseux, plaignards, suscitant la peur ou le rejet, le handicap, il y a encore ces dimensions-là. Puis un vieux facteur qui existe encore, là, c'est les coûts supplémentaires associés. Le dévoilement, ce qu'on a vu, on s'est intéressé dans un petit sous-groupe aux stratégies qui ont été mises en place, à quel moment, il y en a qu'on va le mentionner, à quel moment on va choisir de le faire. Ça va varier beaucoup en fonction de l'interaction, de la qualité, de la perception. Il y a plein de facteurs qui font que les gens ils ont dit, ben moi, je le mets sur la table en commençant, ça va être clair, il n'y aura pas de malentendu par rapport à ça. Puis on va voir en fonction du type de relation dans un milieu de travail comment cette relation-là avec votre gestionnaire, votre supérieur va influencer beaucoup le fait d'en parler ou non, d'être ouvert, son ouverture par rapport à la technologie, si vous avez une déficience visuelle ou auditive, à l'intérieur de ça, tous ces aspects-là, le temps, parfois qu'on peut prendre pour d'autres choses. Hein. Il y a du travail invisible qui se fait parce qu'on a des incapacités. Cette gestion-là, elle ne s'arrête pas au domicile, elle se fait au travail aussi à l'intérieur. Donc, il y a des volets qui ont un impact, il faut, ne sont pas trop liés avec la tâche. Donc, vous avez ici, rapidement, donc, d'éviter des situations. Il y a des avantages. Il y a des avantages. On a mis 3 exemples qui nous ont été mentionnés. Mais lorsqu'on ne le dit pas, dans certains cas, parce que ce n'est pas lié à la tâche, il n'y a aucune obligation de le mentionner par rapport, ce pas des compétences qu'on va maîtriser. Vous allez voir, là, vous avez la même approche
qui a été documenté aussi par la Commission des droits avec son étude sur le travail, qui est diffusée actuellement. Ça peut créer des malentendus, des incompréhensions, dans certains cas, des incompréhensions erronées aussi. Donc, on a parlé en conclusion d'accessibilité universelle. On a abordé beaucoup cette dimension-là dans la transformation du travail, le logement, tout comme ça, mais aussi au travail. Je pense que c'est des éléments qui sont neufs, qu'on a besoin d'aborder cette question-là, puis peut-être sur un angle plus contraignant un petit peu par rapport aux environnements de travail pour qu'ils soient inclusifs. Je pense qu'il y a cette dimension-là qui est importante. Puis on a abordé, vous avez vu qu'on avait des gens qui avaient du sens visuel, auditif. Donc, on parle beaucoup d'accessibilité communicationnelle. C'est des enjeux qui se manifestent sur le lieu de travail aussi. Donc, par rapport à l'accessibilité universelle, une dimension peut-être un peu plus contraignante aussi. Donc, il y a des volets qui restent. La stigmatisation, la discrimination sont toujours des obstacles importants, soit en recherche d'emploi, par l'insertion, aussi au travail. Donc, les employeurs. Je vois d'autres contraintes. C'est mon point de vue à partir des données qu'on a là. Moi, je mets l'accent sur ce volet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des préoccupations. Je pense que c'est important. Puis être plus contraignant par rapport aux attentes qu'on a aussi. C'est sûr qu'il y a des ressources, mais aussi être plus contraignant, à mon avis.